expliquer ce qu'est le portfolio. Le portfolio, c'est un objet qui est très riche, potentiellement du coup très complexe. Une façon d'expliquer cette richesse, c'est tout simplement de revenir sur son histoire. Pour le dire très simplement, pour le dire le plus rapidement possible, le portfolio s'est progressivement enrichi et complexifié avec le temps. Ce qui explique qu'aujourd'hui, quand on dit portfolio, ça peut renvoyer à différentes réalités. Et finalement, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez probablement pu constater qu'il y a de très grandes différences d'un portfolio à l'autre, d'un type d'accompagnement portfolio à l'autre. Ce qui peut être un petit peu déroutant, ce qui peut perdre un petit peu au début, parce que quand on regarde, on se dit finalement c'est bizarre, il y a plein de façons de faire du portfolio, mais c'est quoi le point commun de tout ça? Donc une façon d'y voir clair, ça serait simplement de considérer que le portfolio s'est progressivement construit par couche. Et en fait, c'est rajouter de nouvelles fonctions au fil des années. Donc je vous propose une lecture en 4 couches. Après, les puristes pourraient peut-être proposer une vision plus fine, mais pour un format découverte, je pense que ça serait pas mal de le présenter comme ça. À la base, à la toute origine, un portfolio, c'est un portefeuille de compétences. C'est-à-dire que c'est un document qui recense les compétences et qui les prouve, qui les atteste, qui cherche à être dans une logique de démonstration, une approche qui se veut objective, scientifique, qui analyse l'expérience et qui en dégage des compétences, et surtout qui les prouve. Ce n'est pas du déclaratif, c'est pas je dis je suis compétent dans tel ou tel domaine, c'est je suis compétent et voici les éléments sur lesquels je peux étayer mon discours pour prouver ma compétence. On est sur les années 50, on est sur du post-seconde guerre mondiale, on est sur une situation où le niveau de diplôme en France n'est pas bien élevé, où on a une partie de la population française qui a fait la guerre, qui a vécu des expériences, qui a développé des compétences, mais qui ne sont pas reconnues littéralement par des diplômes. Donc on est sur cette volonté de faire reconnaître l'expérience. Ce qui donnera plus tard le bilan de compétences et encore après les différentes formes de validation des acquis de l'expérience. Dans les années 80-90, ce portefeuille de compétences s'enrichit et se voit complété par une nouvelle couche qui est celle de la reconnaissance, de la réflexivité. Dès les années 70, en France, on voit apparaître dans les textes de l'éducation nationale, la notion de compétence, qu'aujourd'hui on voit un peu partout dans les dispositifs de formation. Je ne vous apprends rien, maintenant on pense les formations par bloc de compétences, tout est décliné en compétences. Il faut savoir que en fait, ça date de la fin des années 70. Et à ce moment-là, on se dit qu'il existe des dispositifs type les portfolios qui peuvent aider au développement de ces compétences. Parce que si vous connaissez un peu les travaux sur les compétences, vous savez que pour être compétent, il faut qu'il y ait une auto-reconnaissance de cette compétence. Je suis compétent notamment quand je me rends moi-même compte de ma compétence. L'expérience seule ne suffit pas pour créer de la compétence. On peut pratiquer pendant des années sans vraiment développer de compétences. Donc on voit apparaître ce qui deviendra plus tard les portfolios de formation. Peut-être certains d'entre vous connaissent les portfolios de formation comme le portfolio infirmier, qui est un des dispositifs les plus connus en France de portfolio de formation. On a déjà 2 couches. La première couche, la reconnaissance des compétences. La deuxième couche, un objet de réflexivité, d'autoréflexivité. Je réfléchis à moi, j'essaie de mieux me comprendre, de mieux connaître ma façon de travailler, ma façon de pratiquer. Je me prends comme mon propre objet d'étude, en fait. Dans les années 2000, on voit apparaître une nouvelle vague d'usage autour du numérique. Donc, on en parlait tout à l'heure, les e-portfolios notamment. On voit apparaître une nouvelle injonction qui est de se poser la question de la place du numérique. Déjà dans sa carrière, vous vous rappelez probablement des débats qu'il y a eu à l'époque sur la e-réputation, sur la présence en ligne, sur la nécessité de contrôler ce qu'on peut trouver sur soi en ligne. Et on voit apparaître aussi de nouvelles stratégies de valorisation de son profil, de recherche d'emploi, de gestion de sa carrière en fait. On voit aussi apparaître les parcours dits atypiques, chaotiques, commencent à prendre leur pleine puissance. On voit apparaître de plus en plus, en parallèle, en plus des carrières classiques, des carrières à base de mobilité nombreuse, parfois subie, parfois voulue. On voit apparaître les formes extrêmes de personnes qui s'inquiètent même d'avoir un CDI et qui cherchent à tout prix à se promener dans un maximum de structures. Et dit bêtement, c'est impossible de faire un CV quand on a travaillé dans 20-30 structures différentes. Donc on voit apparaître une recherche de nouvelles façons de rendre compte de son parcours professionnel
et de nouvelles façons de le penser et de rendre compte de la cohérence et des fils rouges qui traversent les expériences. Vous l'avez peut-être déjà vous-même pensé ou entendu ce genre de discours. Quand on fait un CV qui fait 8 pages avec j'exagère, 52 postes différents de 3 semaines, 4 semaines ou 2 mois, ça ne paye pas de mine, ça donne l'impression de quelque chose de fouillis, d'un peu chaotique, d'un peu cafouillis, et on invite à faire plus compacté. Sauf que plus compacté, ça suppose de nouvelles stratégies de présentation. Aujourd'hui, on voit, alors là, on est sur quelque chose qui est assez récent. Je dirais que ça fait une dizaine d'années que c'est théorisé. On commence juste à le voir dans le grand public. On voit apparaître une nouvelle injonction et une nouvelle forme d'usage du portfolio. Le portfolio comme outil qui aide à se penser et à penser son parcours professionnel et plus généralement son parcours de vie. C'est ce qu'on appelle les portfolios existentiels, au sens large, hein, pas juste la partie personnelle. Mais un portfolio comme production par soi-même d'une théorie. Alors j'ai vu que certains disaient d'une thèse, produire une thèse sur soi-même, essayer de prendre son propre parcours de vie professionnelle et personnelle et générer une lecture, une certaine compréhension de ce parcours au service de décisions, au service d'une gestion de carrière, au service de l'élaboration de projets, au service de l'élaboration de perspectives d'avenir. Finalement, je regarde mon passé et je fais le bilan du présent pour formuler des hypothèses, des fils à tirer pour le futur. Donc, c'est ce qu'on appelle, pour jargonner un petit peu, le life design. Donc, pour résumer, qu'est-ce que le portfolio? Le portfolio, ça peut être plusieurs choses. Parfois, ça peut être une seule de ces couches. Parfois, ça peut être différentes couches qui ont été agglomérées. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit telle ou telle couche? Ça dépend des conditions de production du portfolio. Bon, je vais aller dessus un petit peu après. Mais ça dépend déjà, vous, dans un établissement, peut-être encouragez-vous à faire des portfolios ou accompagnez-vous l'élaboration de portfolios. Donc, ça sera le premier cadre qui va dicter la forme du portfolio. Dit simplement, il y a des exigences organisationnelles. On demande aux apprenants de produire un certain type de portfolio au service d'une certaine visée. Par exemple, le portfolio infirmier est imposé et il sert à valider le diplôme. On a un peu la même chose d'ailleurs sur certains BTS. Et ça va dépendre aussi des usages envisagés par la personne. Finalement, pourquoi la personne fait un portfolio? Qu'est-ce qu'elle cherche à réussir en faisant ce portfolio? Finalement, quel projet elle nourrit en réalisant ce portfolio et en s'engageant dans cette démarche de bilan professionnel et personnel. Ce qui explique, et c'est ce mélange d'injonction et de volonté d'usage qui explique la grande variété de formes de portfolio. Il vise à remplacer le CV? Non? Dans certains domaines, oui, c'est en passe de le remplacer. Alors, il y a des domaines où ça a toujours été le cas. Le classique, le portfolio d'artiste, le book d'artiste, est un incontournable de la candidature. Un CV d'artiste nous renseigne assez peu sur ses qualités artistiques. En revanche, un book nous donne déjà beaucoup plus d'éléments sur ce qu'il sait faire. J'ai même vu dans certains domaines, dire qu'il a remplacé le CV, je ne suis pas convaincu. Mais dans certains domaines, je vois qu'il est de plus en plus demandé. Je vois des offres d'emploi où on encourage les personnes qui ont des portfolios à venir avec leur portfolio, par exemple. Mais ça suppose d'avoir créé un portfolio qui sert à des usages de recrutement. Donc, vous avez vu, il y a différents types de portfolios. Ce n'est pas dit que ce soit le cas. Me concernant, par exemple, je n'ai pas de portfolio pour recruteur. Je n'ai jamais créé cet objet. Et j'insiste là-dessus parce qu'il faut bien connecter les usages et la forme. En fait, alors je vous montre une autre diapo. Je vous proposerai la diapo à récupérer, on vous l'enverra par mail. Vous vous embêtez pas à prendre trop de notes. Le portfolio, alors je vous propose une image, c'est le monstre de Frankenstein. Chaque portfolio est une création unique, un assemblage un peu décousu parfois, et puis qui peut sembler bizarre ou monstrueux, même pour certains interlocuteurs, de différents morceaux, de différents bouts qui font sens pour son créateur. Et ça fait sens si on regarde 3 aspects.
Le premier aspect, c'est les usages envisagés. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Finalement, à quoi va servir le portfolio? C'est la première question qu'il faut se poser quand on accompagne quelqu'un au portfolio. Pourquoi faire un portfolio? Finalement, ça sert à quoi? Les pires portfolios, je fais une petite parenthèse, les pires portfolios, c'est ceux qui sont faits parce que c'est obligé de les faire. Les meilleurs portfolios, c'est évidemment ceux où la personne, au-delà de l'exigence de faire un portfolio, y trouve un intérêt. Ou en tout cas a vu qu'on lui laissait la possibilité de le personnaliser de façon à ce qu'il se rapproche de ses objectifs personnels. Il faut voir aussi, donc à quoi sert un portfolio? C'est ce qu'on appelle les usages. Il faut voir aussi, ça permet d'expliquer les produits. Donc en fait, les produits, imaginez une chaîne d'assemblage, c'est ce qui sort en bout de chaîne. Qu'est-ce que la démarche portfolio produit à la fin de la réflexion? Donc ça peut être un portfolio, l'objet. On peut avoir un book d'artiste, on peut avoir un CV remanié, on peut avoir un e-portfolio en ligne, on peut se mettre en ligne sur les réseaux sociaux, avoir un profil sur LinkedIn ou quelque chose comme ça. Et on peut avoir et surtout il y a des processus. Alors je vais mettre l'accent sur les processus. Là je termine sur les usages, les produits parce que c'est ce qu'on voit en premier. On voit le produit final. Au bout d'un accompagnement portfolio, normalement la personne fait un portfolio. Et ce portfolio est forcément connecté à des usages qui ont été détectés, enfin qui ont été établis dès le début de l'accompagnement. Mais ce qui est vraiment intéressant, puis ce qui va nourrir notre discussion sur le confinement, c'est que pendant cette élaboration, pendant cet accompagnement, il y a tout un tas de processus psychologiques et psychosociaux qui sont à l'œuvre. Et c'est là qu'est toute la subtilité de l'accompagnement. Et c'est là que le confinement, vous allez voir, c'est l'idée que je défendrai, peut être l'occasion de travailler, de mettre au travail certains de ces processus, peut-être de façon plus simple, parce que certains processus sont plus accessibles pendant le confinement que d'autres. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui sont plus difficiles d'accès pendant le confinement, donc il faut savoir trier un petit peu. Mais retenez pour ceux et celles qui découvrent, retenez que le portfolio est un objet singulier, normalement personnalisé. Et il est personnalisé en fonction de ces différents axes. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des portfolios types, hein. Je reviendrai dessus si ça vous intéresse, mais il faut savoir s'en éloigner. Sur le confinement, justement, on parlait des effets psychologiques. Quels sont-ils? Je ne sais pas vous, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais c'est peut-être à cause de ce matin. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on charge le confinement. Moi, j'écoute beaucoup la radio étant confiné, je regarde aussi la télé, et du coup, j'entends que des confinements et ceci, confinement et cela. Donc, on prête beaucoup d'effets psychologiques au confinement. J'ai voulu quand même clarifier ça et aller voir un petit peu ce que la littérature spécialisée disait sur le sujet. Parce que autant le confinement français est encore en pleine exploration, on ne sait pas trop ce qu'il va produire. On voit apparaître certains phénomènes, mais les études scientifiques sur le sujet ne sont pas terminées, évidemment. Puis le confinement n'est pas terminé. Mais il y a eu des confinements de nature similaire dans d'autres pays, et on a quand même une vague idée de ce que ça fait un confinement sur un être humain. Donc retenons que le confinement, il a quand même fondamentalement des effets négatifs. On peut valider le fait que la personne va ressentir un certain stress, va parfois être angoissée, va ressentir cette privation de liberté de façon difficile et va en plus avoir des inquiétudes, une certaine anxiété sur les questions relatives à la santé, relatives à l'argent, ce qui crée un climat psychologique assez difficile. Je dis ça parce que envisager de faire un bilan auprès d'une personne qui est angoissée, qui est stressée, il faut se méfier. Ça peut être une super idée parce qu'elle est un peu vulnérable et c'est le moment de mettre au travail certaines choses, comme ça peut être l'occasion de la démolir. Je vous laisserai déterminer où il faut mettre la barre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est anecdotique, mais on a vu apparaître une flambée des crises psychotiques chez les confinés, des personnes qui n'avaient jamais fait de crise psychotique auparavant. Donc on voit que pour certaines personnes, ça mène vraiment à une maladie mentale, à une souffrance psychique intense et à des décompensations, le simple fait d'être confiné. On voit apparaître aussi, et ça a été un peu plus documenté, des questionnements existentiels, parce que quand on est enfermé chez soi, on a un peu que ça à faire, de réfléchir à soi, à ce qui est important dans la vie, au sens de la vie. Vous vous rappelez peut-être, c'était à la mode il y a 10-15 ans, pendant un moment, il y a une grosse mode des retraites spirituelles.
des retraites volontaires. Alors, tout le monde s'y était mis. Il y avait des hôtels, des centres de vacances qui proposaient ça. Il y avait aussi beaucoup d'établissements religieux qui proposaient des retraites spirituelles pour se couper volontairement du monde et s'auto-confiner, on pourrait dire aujourd'hui, pour faire le point, pour soutenir un processus d'introspection et faire le point. Donc ce confinement, il se situe vraisemblablement entre ces deux pôles. D'un côté, on a le risque, le stress, le risque de souffrance, et de l'autre côté, on a le bon moment pour faire le point, c'est s'extraire de son quotidien pour mieux le penser. On pense beaucoup mieux une situation quand on n'a pas le nez dedans. Et être privé, ne pas pouvoir aller au travail, c'est paradoxalement un des meilleurs moments pour pouvoir penser le travail. Sauf sur fond d'angoisse, j'insiste. Les angoisses, les inquiétudes qu'on peut soupçonner ont une vraie réalité. C'est-à-dire que là aussi, on n'a pas encore des chiffres qui sont stables, on attend encore la fin du confinement, mais on sait déjà pour le mois de mars que le chômage a connu une montée du chômage inédite. Je crois que ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas eu une telle augmentation de chômage en un mois. On voit que les entreprises cessent les recrutements, sont un petit peu frileuses sur le lancement de nouveaux projets. Et certaines études, j'ai vu une étude de la CCI d'Essonne qui signalait qu'il y avait un bon tiers des entreprises qui étaient déjà convaincues qu'elles sortiraient fragilisées, voire qu'elles devraient fermer à l'issue du confinement. Donc on va avoir, je dis on, c'est tout le monde, la société. Mais vous êtes accompagnateur professionnel, donc vraisemblablement, c'est vous qui serez en première ligne pour récupérer ces personnes. On va avoir un grand nombre de personnes qui vont se retrouver au chômage, subi ou voulu, qu'il va falloir accompagner dans ces transitions. Sur fond de confinement, ils auront vécu peu de temps avant ce confinement qui les aura déjà pas mal potentiellement secoués ou fait réfléchir. Donc, ça serait probablement une bonne idée de tenir compte de ça et puis de voir un petit peu ce qu'on peut en faire dans les pratiques de bilan. Alors là, je vais vous présenter ça sous l'angle du portfolio. En ça, je dirais que ça peut être une bonne chose. Enfin, il faut peut-être le voir aussi comme une force. Ce post-confinement va faire bouger certaines lignes, mais ça peut être l'occasion de questionner, d'aider, de faciliter certains questionnements qui étaient peut-être un peu durs à mener auparavant. Si aussi, quand même le signaler. Je pense que ça ne vous a pas échappé, il y a eu aussi beaucoup de débats aujourd'hui ces derniers temps sur l'utilité sociale des métiers et sur le fait que certains métiers contribuaient plus que d'autres à la société, à la vie en collectivité. Donc je pense que ce genre de questionnement va résonner avec vos accompagnements futurs. Il serait sûrement pertinent d'intégrer une place à ce genre de questionnement, savoir l'entendre, l'accueillir et puis peut-être en faire quelque chose, inviter la personne à le mettre au travail et le métaboliser. En disant oui, c'est pas une mauvaise question finalement, si tu penses que l'utilité sociale du métier est quelque chose d'important pour toi ou le sens du travail est important pour toi, comment est-ce qu'on pourrait le mettre au travail pour que tu en tires des conclusions. De ce point de vue-là, le portfolio est un très bon outil. Je le dis sans fausse modestie. Le portfolio, vu qu'il a plusieurs couches, comme je vous l'ai montré, il est capable d'explorer ces différents aspects de la vie professionnelle et pas que. Il peut aller jusqu'à aux questions de life design, de vie professionnelle et personnelle en général. Là, je vous ai montré sur le côté droit de l'écran, vous avez un schéma qui récapitule les différentes phases d'une démarche portfolio type. Alors, ça se veut, je la commente rapidement. C'est construit en 8 phases. Mais retenez que l'ordre peut être un petit peu modifié selon vos accompagnements. C'est simplement une démarche type. Et c'est une démarche qui est présentée ici sous forme circulaire parce qu'a priori, les meilleures démarches, les meilleures réflexions, c'est celles qui font plusieurs tours. Pour le dire de façon un peu provocante, je ne fais pas le bilan une fois, un jour, sur qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, et puis après, c'est bon, j'ai ma ligne directrice, et puis pendant 30 ans, je ne me questionne plus du tout sur qu'est-ce qui compte pour moi. Au contraire, de temps en temps, on défend l'idée que régulièrement, ça peut être bien de faire un petit point sur où j'en suis dans ma vie professionnelle. Est-ce que je suis toujours satisfait de ce que j'y trouve? Vérifier déjà qu'elle m'apporte quelque chose. Éventuellement, refaire quelques petits tours de démarche
pour retravailler la question de… Alors, je reprends, je les commente rapidement. Enfin, je pense que si vous êtes sur un format découverte, je pense que vous avez un intérêt à ce que je vous les présente rapidement. Oui, non, vous pouvez vous hocher la tête. Oui, je suis un formateur à l'ancienne, j'ai l'habitude d'avoir des gens en face de moi, donc ça me fait un petit peu bizarre. Donc sur la première, la phase de contractualisation, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit il y a les 2 slides que les meilleures démarches portfolio, c'était celles où les apprenants s'appropriaient la démarche, se poser la question de pour eux, qu'est-ce que la démarche peut m'apporter. C'est ce qu'on va travailler dans cette phase de contractualisation. On va s'assurer que la personne a une compréhension raisonnable, éclairée de ce qu'est le portfolio, ce qu'elle peut en attendre, et l'accompagner dans l'élaboration d'un genre de feuille de route individualisée sur qu'est-ce qu'elle espère, qu'est-ce qu'elle compte réussir en faisant ce portfolio. Et ça constitue un genre de contrat pédagogique entre l'accompagnateur et l'accompagné pour déjà vérifier que la personne a des attentes qui sont compatibles avec ce que vous êtes susceptible de lui proposer dans le cadre d'un accompagnement. On n'en parlera pas, mais je pense que vous le voyez venir. Ça pourrait glisser vers la thérapie, ce genre de réflexion. Donc, il faut faire attention à bien baliser le cheminement. Et accompagner la personne au mieux en l'invitant à verbaliser précocement dès le début qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qu'elle attend d'un accompagnement, quel premier bilan elle fait de sa situation. Ensuite, on est sur une démarche assez classique. On est sur on propose dans cet ordre-là, parce que c'est le plus logique de notre expérience, mais j'insiste, il existe des adaptations, on le voit parfois dans d'autres ordres. Une seconde phase de biographisation qui ressemble en fait très fort, qui est dans la droite lignée des histoires de vie, des récits de vie, des pratiques narratives, des approches constructivistes, de life design. Mettre en récit son parcours pour y trouver une cohérence, en dégager des fils rouges, en trouver un sens. On a une phase ensuite qui est proposée de capitalisation, où on va identifier les fameuses compétences du portefeuille de compétences, en invitant à relire et à analyser les expériences vécues par la personne. Une démarche portfolio type inclut évidemment une réflexion sur les projets, sur l'orientation. Une fois que je suis au clair sur qui je suis, d'où je viens, quels sont mes bagages professionnels, se pose la question de où je vais, quels sont les projets que je voudrais mettre en œuvre, et puis surtout, qu'est-ce que je mets à disposition pour pouvoir les voir se réaliser. On invite ensuite, chose un peu spécifique et qui intéressera surtout les praticiens au e-portfolio, une phase de médiatisation. Comment, dans l'hypothèse où je vais faire un portfolio qui devrait être montré à quelqu'un, comment je structure mon document pour le rendre montrable. Je ne sais pas si j'invente pas un mot. Parce que on peut envisager un portfolio pour soi, un portfolio personnel. J'écris, c'est un peu comme un carnet intime. Je fais le bilan de ma vie, mais pour moi. Et je m'autorise à dire des choses que je dirais peut-être pas aux autres. Mais en même temps, c'est justement parce que je suis seul avec moi-même que je peux regarder dans toute sa nudité la vérité. Par contre, si je veux le montrer à un recruteur, il va peut-être falloir envisager un travail de construction, d'adaptation de son discours. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant la phase de médiatisation. Maintenant que j'y vois clair sur qui je suis, qu'est-ce que je sais faire, quels sont mes projets, on peut travailler sur comment je communique là-dessus. C'est là qu'on voit apparaître les produits du portfolio. Mais vous voyez bien qu'avant ces produits, on a déjà eu pas mal de processus de réflexion. Et on est encouragé à ne pas s'arrêter là, parce qu'ensuite, on peut se poser la question de la socialisation. Être compétent et y voir clair, c'est bien, mais si on est tout seul au milieu du désert, c'est assez sec. Donc, comment faire pour être en plus aujourd'hui, on valorise quand même beaucoup le travail collaboratif, en réseau, avec être capable de développer, d'entretenir des relations professionnelles de qualité. Donc, on encourage à développer ça aussi dans la démarche portfolio, d'autant que si on a suivi la démarche type, on vient de créer quasiment des supports de communication pour faciliter les entrées en relation, donc ce serait dommage de ne pas les utiliser, même si c'est tout simplement un CV, une lettre de motivation pour candidater à une offre d'emploi. Et on termine sur une phase qui invite à s'éloigner un petit peu de la sphère uniquement professionnelle et se poser la question, donc là on arrive bien sur la question du confinement, se poser la question plus générale de son rapport à la vie, à la société et à ce qu'on fait en dehors du travail.
Une activité toute simple qu'on fait, c'est de poser la question aux gens de qu'est-ce qu'ils font en dehors de leur travail. Si vous avez peut-être eu l'occasion de faire ce genre d'activité, vous avez deux grands répondants. Certains y arrivent très bien, sont même capables de dire qu'ils ont plein de choses à faire et que s'ils ne travaillaient pas, ils auraient beaucoup de place pour faire plein de choses passionnantes. Et puis on a une autre catégorie de personnes qui dit que après le travail, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc c'est un peu ça que cherche à travailler la phase de contribution. Il y a 168 heures dans une semaine, on en travaille 39 d'après l'INSEE. Donc il reste quand même quelques heures de RAB. Et pourquoi pas aller les regarder aussi en termes de bilan professionnel et personnel. Ça fait quand même quelques heures où il y a sûrement des choses intéressantes. Même si on enlève le temps de sommeil, le temps de repas, il doit rester des activités intéressantes à regarder. Ce qui normalement nous mène à la dernière phase de je maîtrise les phases précédentes et au besoin, alors c'est là que si tout s'est bien passé, on a une certaine autonomie de l'apprenant, je maîtrise au besoin ces différentes phases et je suis capable de les refaire si nécessaire. Surtout qu'a priori, il va falloir les refaire. Je pense à une toute simple, par exemple, celle de capitalisation. J'ai analysé toutes mes expériences professionnelles pour en dégager des compétences. Dès que j'ai vécu de nouvelles expériences professionnelles, il va falloir que je remette à jour la liste de mes compétences. Et la liste de compétences que j'avais produite ne sera pas forcément valable toute ma vie. Si je savais faire très bien quelque chose en 2020, en 2040, si je ne l'ai pas refait depuis, il est probable que je sois contraint de rayer cette compétence de mon capital compétences. Parce que j'ai plus l'expérience, j'ai plus la pratique. En synthèse, ce sur quoi je voulais insister, c'est que le portfolio est un objet multiple. Se veut un objet multiple et singulier. Multiple dans le sens où on voit qu'il y a plusieurs usages possibles. Ça dépend des gens et ça dépend des conditions d'accompagnement de la production. Parfois même, c'est des injonctions à la production. On voit qu'on est dans une situation où les réflexions, l'introspection peut être facilitée comme elle peut être rendue plus difficile. Donc, je vais continuer sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser, dans l'hypothèse où ça se passe bien, où le confinement est compatible avec ces réflexions, comment on pourrait utiliser le confinement pour mener, pour faciliter le travail de ces processus psychologiques. Je vais commencer par présenter un outil spécifique qu'on a rajouté dans la boîte à outils portfolio. Et ensuite, je vous présenterai différents types d'activités que vous pouvez mener pour exploiter ce confinement. Alors, dans les ressources, alors on propose, ça c'est la boîte à outils, c'est pour ceux qui possèdent le livre, donc c'est pour ça que je vous le montre tout de suite. Vous avez la boîte à outils complète et vous pouvez télécharger pour chaque phase les supports pour mener l'activité. Donc l'outil que je vous montre, je vous en montre un au hasard, la capitalisation. Vous avez les outils pour travailler avec les personnes, vous avez les ressources pour vous documenter un petit peu sur cette phase si vous êtes perdu. Et vous avez des exemples de travaux réflexifs pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et des outils complémentaires qui s'affichent ici et des ressources externes. Donc je vais vous montrer un outil complémentaire de la phase. Ah, votre connexion Internet est instable, m'annonce mon ordinateur. J'espère que ça ne va pas couper. C'est la même chose ce matin quand tu t'es connecté sur le site, en fait. Ah oui, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais revenir. Hop. Là, je vais revenir sur le diaporama. J'espère que ça va résoudre. Oui, alors, la connexion est meilleure là. Comment faire pour prouver nos compétences, me demande-t-on, pardon. Là, sur un format découverte, ça va être difficile de vous répondre de façon précise. C'est justement de la phase 3. Il y a des outils qui servent à ça, qui servent à démonter les expériences, littéralement, un peu comme les presser pour en extraire les compétences et surtout les prouver. Chercher ce qui, dans son expérience, peut servir à étayer le discours et crédibiliser la déclaration de compétences. Donc, il y a une méthodologie d'analyse des expériences spécifique qui est proposée dans les outils. Ok, d'accord. Merci.
Donc, je vais vous présenter l'outil comme ça. Bon, là, vous avez la première page, mais pour ceux qui ont le bouquin, vous pourrez aller chercher les autres pages. Un premier exemple d'activité très simple qui peut se faire pendant le confinement ou qui peut se faire après le confinement. Parce que j'insiste, je pense qu'après le confinement sera sûrement un très bon outil, un très bon sujet de bilan professionnel et personnel. On peut envisager une activité en 4 temps. De quoi était fait son confinement? Elle a passé 2 mois, alors pour les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle, bien sûr, mais elle a passé 2 mois enfermée chez elle, à travailler, à ne pas travailler ou à travailler moins ou à travailler à distance, mais sur un rythme très différent. Ce qui fait qu'au lieu de passer 39 heures, alors ça fait 40 heures, au lieu de passer 128 heures hors travail, elle a peut-être passé 135 ou 140 heures hors travail sur les 168 pendant 2 mois. Donc, lister finalement, qu'est-ce qui a été fait pendant ce confinement? On est sur une logique en entonnoir. Ensuite, dans un second temps, l'inviter à se prononcer sur la valence de ces activités. Finalement, si elle devait les trier et faire 2 tas, les bons côtés du confinement et les mauvais côtés du confinement, comment est-ce qu'elle procéderait? Quelle hiérarchie et quel classement elle pourrait faire pour organiser et commencer à donner du sens à ces activités hors confinement? Et dans un troisième temps, l'inviter à se questionner sur qu'est-ce que ça révèle d'elle. Finalement, qu'est-ce que ce hors-confinement et ces activités qu'elle a pu aimer ou ne pas aimer révèlent la concernant. Je prends un exemple tout simple. Dans mon entourage, j'ai pu constater que certaines personnes se réjouissaient sincèrement de ne plus avoir à travailler et de rester à la maison, payées à rester à la maison. Un exemple tout simple. Ou d'autres qui disaient c'est génial, je vais avoir les enfants avec moi, je vais pouvoir m'occuper des enfants. Alors certains, j'en ai revu à la fin du confinement, certains m'ont dit effectivement c'était génial. Et donc quelque part, ce confinement a confirmé qu'ils avaient une bonne connaissance d'eux. Mais pour la plupart, curieusement, ils sont en train de réaliser que ce qui leur paraissait génial ou très important ne l'est plus tant que ça au bout de 2 mois. Certains ne rêvent que d'une chose, par exemple, c'est de retourner travailler parce qu'ils réalisent que le travail était bien un élément fondamental dans leur vie et qu'ils sont en train de se démolir sans le travail. Je fais de la sociologie très rapide, mais je vous rappelle que le travail dans nos sociétés, c'est un élément identitaire très important. Et priver quelqu'un de travail, c'est pas le priver juste de son revenu, c'est le priver de tout un tas de choses qui l'aident à se penser, à se définir. Alors certains ont très bien fait la régulation et arrivent à se penser comme au travail, mais pas que. D'autres peinent à penser leur vie en dehors du rôle professionnel. Donc, ça peut être l'occasion de vérifier ça. Puis ça peut être l'occasion de découvrir peut-être certaines choses auxquelles on n'avait pas trop pu penser, ou développer certaines activités qui n'avaient pas pu être développées par manque de temps, et tester un petit peu ce qui serait possible de faire ou de penser si on faisait un pas de côté. Certains ont vu le confinement comme une occasion géniale pour se lancer dans certains projets qui leur paraissaient très importants pour eux. D'autres, au contraire, là aussi c'est intéressant dans une perspective de bilan, étaient convaincus qu'en confinement ils feraient certaines choses, en fait ils ne les ont pas faites. Oui, ça vous fait rire, mais c'est justement ça qui est intéressant. Allez réexaminer tout ça avec la personne de façon bienveillante, en lui disant on va regarder ce que tu as fait, parce que ce qui m'intéresse, c'est comme pour les compétences. C'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et on va produire du dire sur le faire, et pas l'inverse. On va pas faire sur la base de ce que tu vas pas mettre en acte tes pensées, parce que tu te bases sur quelque chose qui est peut-être un petit peu mou ou idéalisé. On va plutôt regarder ce que tu fais et on va voir qu'est-ce qu'on peut en penser. C'est une approche expérientielle en fait. Et dans cet outil, on propose un 4e temps parce que j'ai envisagé la possibilité que cet outil soit utilisé dans une relative autonomie, un dernier temps qui invite la personne à se décentrer, où on questionne la personne sur, à la relecture de ces 3 premières étapes, si quelqu'un d'extérieur à elle lisait ces lignes, qu'est-ce qu'elle penserait d'elle? Pour essayer de... C'est un artifice modeste, mais ça marche plutôt bien. Pour essayer d'inviter la personne à réfléchir à l'image qu'elle renvoie ou à la façon dont elle pourrait communiquer sur cette réflexion. Donc, premier exemple, un exemple d'outil. Alors celui-là, il s'intègre vraiment dans notre méthodologie d'accompagnement portfolio. C'est l'outil 8.2, c'est-à-dire que c'est l'outil pour la phase 8, pour la deuxième activité de la phase 8, et puis normalement après il y a l'activité 3 de la phase 8.
d'autres possibilités, des activités plus souples dans la construction qui sont tout aussi intéressantes et qui trouveraient tout à fait leur place dans un portfolio, dans un accompagnement portfolio ou dans d'autres types d'accompagnement. Là, on est plutôt sur l'idée qu'on va démarrer un accompagnement portfolio ou qu'on est au début d'un accompagnement portfolio. Je me suis appuyé sur une méthodologie d'accompagnement qui est un peu différente de la nôtre, qui est plus simple et accessible, si vous voulez aller jeter un œil. C'est le site du gouvernement, le vae.gouv.fr, qui propose, dans les très très grandes lignes, hein, c'est très sec, mais bon, ça donne quand même quelques idées, les 2-3 actions à mener pour commencer à faire son portfolio, mais vous verrez que le citoyen lambda arrive à se dépêtrer de ça. Mais vous verrez que, quelle que soit la méthode d'accompagnement en portfolio, il y a un premier élément qui est important, c'est d'activer la mémoire. Pour qu'une personne puisse faire le bilan sur sa vie, il faut déjà qu'elle ait sa vie en tête, pour le dire vulgairement. Et il y a un gros problème psychologique, c'est qu'on est tous convaincus intimement de très bien connaître un sujet qui est notre vie, alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. On est blindé de biais, on est blindé d'oubli aussi, alors certains pertinents, d'autres un peu pathologiques. Ce qui fait qu'avant même d'inviter la personne à faire un bilan, il faut déjà s'assurer qu'elle a un petit peu de matériaux à creuser, à examiner pour faire ce bilan et pour lancer le portfolio. Parce que pour produire un portfolio sur soi, il faut déjà avoir un peu de matériaux, des ingrédients, on va dire, à cuisiner. Donc, plusieurs possibilités. La première possibilité, qui en fait aboutit à la création d'une première forme de portfolio, c'est préparer ce qu'on appelle le carnet de santé professionnelle. Le carnet de santé professionnelle, c'est un document. Alors concrètement, physiquement, ça ressemble à une grosse boîte à archives, hein, ou à un classeur ventripotent, ou même plusieurs classeurs pour ce que j'ai pu voir, qui va contenir toutes les traces, toutes les preuves, tous les éléments, tous les souvenirs en fait relatifs à sa vie professionnelle. Faites le parallèle avec votre carnet de santé classique. L'objectif, c'est de vous aider à vous rappeler de tout ce que vous êtes sûr d'oublier. L'exemple des vaccins est mon préféré. Je suis convaincu que vous ignorez, déjà si vous êtes bien vacciné surtout, et si dans l'hypothèse où vous savez ça, quand est-ce que vous devez faire votre prochain rappel, je suis presque sûr que vous allez peiner, vous allez sécher. Et c'est normal. Je suis en train de réfléchir à haute voix, mais ça serait même bizarre que vous connaissiez par cœur vos dates de rappel de vaccin. Il y aurait sûrement un truc psychologique à en dire. Pour la vie professionnelle, c'est pareil. On ne se rappelle pas de toute sa vie professionnelle. Il faut pas être dupe. Et quand on se dit qu'on va avoir une carrière qui va durer 45 ans, 50 ans, bon, il faut voir un petit peu l'âge de chacun et à quel moment on pourra prendre sa retraite. Si on part, mettons, sur 50 ans de carrière, ça serait quand même dommage de considérer que c'est sûr, on ne va rien oublier. Moi, personnellement, je sais déjà qu'il y a 5 ans, j'ai fait des choses, je ne m'en rappelle plus. Donc, et encore 5 ans, je suis gentil. Hein. Il y a des missions que j'ai faites il y a 2 ans, je suis sûr que je les ai déjà oubliées. Donc, dans 40 ans, dans 50 ans, il est très, très probable que j'ai oublié une bonne partie de ma vie professionnelle, ce qui est quand même dommage. Comment faire pour remédier à ça? Encourager la personne qui voudrait faire son portfolio à faire un travail d'archéologue, fouiller chez elle et essayer de récupérer tous les documents relatifs à sa vie professionnelle. Donc déjà tous les documents administratifs, les contrats, les fiches de paie, rien que pour faire valoir ses droits à la retraite, s'assurer qu'on a bien tous les papiers, les attestations de cotisation et tout. Aussi les diplômes, les attestations de formation, les attestations de présence aux formations. Les coupures de journaux qui documentent un événement qu'on aurait organisé, les photos d'événements, les photos qu'on aurait pu faire avec des collègues, bref, toutes les traces, un peu comme si on prépare un travail d'enquêteur, comme si on était enquêteur de sa vie. On va essayer de retrouver toutes les traces, tous les indices qu'on peut retrouver sur sa vie pro. Vous verrez qu'en plus, il y a un côté Madeleine de Proust assez intéressant. Les gens, généralement, aiment bien faire cette activité. On se rend compte qu'il y a un certain plaisir à replonger dans ses souvenirs, alors quand ils sont positifs. Pour certains, le portfolio est l'occasion aussi de se confronter à des expériences traumatisantes professionnelles, comme un licenciement qui a été mal vécu ou un moment un peu difficile de la vie. Mais la plupart du temps, les gens aiment bien faire cette activité. Je vous propose aussi une activité, alors la version ranger ses photos, ranger ses traces numériques. C'est un peu la même chose, mais pour un public plus technophile, donc a priori plus jeune. Proposer de fouiller dans son téléphone, par exemple, et chercher, regarder un petit peu. On est nombreux à stocker des centaines, des milliers de photos. Donc, inviter à faire le même travail, mais par l'entrée photo.
par l'entrée mail, retourner un petit peu dans son ordinateur, aller voir dans son logiciel de messagerie et relire, voir un petit peu avec qui on a discuté, de quoi on parlait. Et c'est aussi une autre façon très efficace de réactiver la mémoire et de commencer à se remettre en mémoire son passé professionnel dans l'optique de le traiter. On a la variante, alors je saute tout de suite à la 4, trier son carnet d'adresses pour l'entrée un peu plus relationnelle, pour les gens qui sont plus sensibles à ça. Remarquez qu'il y a différents types d'entrées, hein, un peu en fonction des qualités de chacun, des perceptions de chacun. On peut faire la même chose avec son carnet d'adresses. On a maintenant des logiciels de messagerie qui enregistrent toutes les adresses mail, les numéros, les noms, les téléphones. Donc, demandez à notre logiciel de messagerie de nous sortir la liste de toutes les personnes avec lesquelles on a correspondu depuis qu'on utilise ce logiciel. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Vous verrez qu'il y a des surprises très intéressantes. Moi-même, j'ai un carnet d'adresses qui est récent. Il a à peine quelques années. Et déjà, je me rends compte qu'il y a des personnes, je ne sais plus qui c'est. Et j'ai dû faire des recherches. Et ça a été l'occasion de me dire, ah bah oui, c'est vrai, j'ai travaillé avec machin, avec bidule. Donc, comme quoi, ça permet de réactiver la mémoire. Et après, sur une entrée plus relationnelle, le bon côté de ça, c'est que c'est aussi l'occasion de reprendre contact avec les gens qu'on aime bien. Avec qui on n'aurait peut-être pas suffisamment entretenu le lien. Je vous propose un dernier élément qui est un peu ma préférence parce que je m'y attendais pas trop, mais il a l'air de plutôt bien marcher en fait. C'était un pari que j'avais fait sur la base de ranger son logement. Pour ceux qui connaissent, c'est un clin d'œil à la gourou du rangement, Marie Kondo, une japonaise qui est très connue parce qu'elle a inventé une méthode de rangement de son logement qui permet, alors c'est assez spirituel dans son approche, c'est assez japonais dans son approche, mais qui permet de générer un certain bien-être et de se questionner sur quels sont ses projets de vie. Donc on pourrait envisager une approche occidentale en invitant la personne à ranger son logement. Des échanges que j'ai pu avoir avec le groupe de ce matin, tout le monde, a priori, a rangé sa maison au carré. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait beaucoup de jardins qui étaient devenus des jardins à la française, impeccablement taillés, tondus. Je voyais des têtes qui se secouent, il y en a, ils sont encore il y a encore quelques pissenlits peut-être dans la pelouse. Et au-delà je propose ça parce que c'est sûrement le bon moment finalement. En confinement, a priori, nombreuses sont les personnes qui ont fait ce rangement. Et ce qui est intéressant dans le rangement, si on veut travailler sur les processus psychologiques, c'est de se poser la question de qu'est-ce que je garde et pourquoi je le garde. Et à quoi, parce que pour faire de la psychologie de comptoir, les objets qui sont dans notre maison nous renvoient nécessairement à certaines périodes de notre vie et à certaines préoccupations, certains intérêts qu'on pouvait avoir au moment où on les a eus. Et si on veut creuser un peu, en dehors des formes pathologiques, hein, je pense pour les gens qui ont un syndrome de Diogène qui gardent tout, ça ne marche pas, mais si on a gardé certaines choses, ou pire, si on refuse de jeter certaines choses, c'est sûrement parce que quelque part, elles représentent quelque chose d'important pour nous et qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à rompre le lien. Donc, sans tomber dans la psychothérapie, il serait sûrement possible et très intéressant de proposer à quelqu'un de démarrer son accompagnement portfolio en période de confinement en l'invitant à faire une de ces activités. Et la forme ranger son logement est sûrement la plus intéressante. D'autant que préparer son carnet de santé professionnelle, ça suppose de tout fouiller. Pour certains, ça suppose d'aller au grenier ou à la cave pour retrouver les papiers. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, ils vont y venir. Et en fouillant, ils vont retrouver d'autres traces et dire « Ah oui, il y avait ça, il y avait ça ». Donc, à un moment ou à un autre, on les amène là-dessus. Donc, le confinement est-il un bon moment pour une démarche portfolio ? Oui, pour un début de démarche portfolio, par exemple, ça peut être très intéressant parce que ça peut être l'occasion de commencer à préparer le terrain et inviter la personne, petit A, à collecter les ingrédients et petit B, l'air de rien, simplement par cette collecte, à initier la réflexion sur son parcours. Ou, en fin de portfolio, ce que je vous ai proposé tout à l'heure, pour la dernière phase, faire le bilan sur les phases précédentes si la personne a déjà cheminé. Ou si elle a cheminé, mais par un autre biais que le portfolio, vous avez peut-être par exemple des personnes qui ont déjà fait un bilan de compétences et qui du coup ont déjà mené une réflexion sur leurs compétences ou qui ont fait un portfolio de formation. Donc ça peut être l'occasion de réexploiter ce qui a déjà été fait. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Au-delà de ça, ce confinement et ces activités peuvent être l'occasion de faire réfléchir les personnes sur le hors-travail. C'est-à-dire penser, alors je pense au workaholic parce que c'est un peu
c'est un peu la figure la plus connue. Mais encore beaucoup de personnes ont du mal à faire le bilan de leur vie si on enlève la partie professionnelle. Faire un bilan professionnel, c'est souvent assez accessible, c'est souvent assez simple. Par contre, faire un bilan en enlevant le professionnel, on aura tendance à considérer qu'on glisse sur la thérapie ou sur des éléments qui ne sont pas forcément pertinents ou qui sont trop intimes. Je ne rejoins pas tout à fait ça. Je pense qu'il y a bien un entre-deux à envisager. D'autant qu'on voit de plus en plus apparaître une volonté de personnes, de certaines personnes, de concilier vie professionnelle, vie personnelle et de pouvoir concilier différentes sphères de vie. Donc, de plus en plus, on voit apparaître des demandes de ce type. On voit apparaître des outils comme le portfolio qui permettent de mener une réflexion sur la vie au travail et sur la vie en dehors du travail, mais sans considérer naturellement que le hors-travail est moins intéressant ou d'une qualité moindre que la vie au travail. Ça peut être l'occasion aussi de faire un focus sur la citoyenneté parce que on le voit pas trop. Enfin, c'est difficile à. Enfin, comment dire vu de chez soi, c'est toujours un petit peu difficile de se faire une idée, mais des retours d'expérience que j'ai eus, je vois que nombreuses sont les personnes qui se sont engagées dans du bénévolat ou qui en ont profité pour se lancer dans certaines activités associatives. Donc, il y aurait sûrement, vraisemblablement, après le confinement, un travail intéressant à mener sur qu'est-ce que vous avez fait pendant ce confinement, en dehors, à quoi vous avez contribué. Si on rattache ça à la démarche portfolio, ça correspond à la phase 7, dite de contribution, qui examine un petit peu la vie sociale, la vie citoyenne des personnes qui font ce travail de bilan. Et pour ceux qui sont, alors j'y fais référence à plusieurs reprises, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation, mais pour ceux qui sont fans d'approches narratives, pour ceux qui sont sur le live designing, vraisemblablement le confinement serait une question, une entrée très intéressante pour inviter la personne à mettre en récit sa vie et à dégager les grandes sphères d'activité de sa vie, les différents rôles que la personne tient dans sa vie. Parce que là, pour le coup, une fois qu'on enlève le travail, on voit que les personnes vont se réconcilier ou au contraire souffrir de se rappeler qu'ils ont un rôle de père, de frère, de mère, d'épouse, de ce que vous voulez. Et voilà, ça sera sûrement une très bonne entrée pour des méthodologies d'accompagnement autour du live designing, comme le conseil en live design. En conclusion, est-ce que le portfolio est un bon outil pour le confinement? Oui, clairement. Dans le sens où le portfolio accepte et même encourage à l'exploration de cette extra-professionnel qui vient aider depuis toujours, il a accepté le fait que c'était un élément à intégrer dans le bilan. Et il y a des activités qui sont proposées pour permettre l'exploration de cet extra-professionnel. Et là, le confinement nous oblige à nous confronter à cet extra-professionnel. Donc, dans cette perspective, le portfolio est un très bon outil pour le confinement, pendant le confinement ou après le confinement. Après, il faut avoir quelques réserves en tête, c'est celle que je vous donnais en début de présentation. Il faut que l'environnement de la personne le permette. Il faut que la personne déjà ait bien été extraite de son travail. Si elle a passé son temps à travailler parce qu'elle faisait partie des métiers qui n'ont pas été confinés, ça ne marchera pas forcément. Quoi qu'il y aurait sûrement à voir, c'est peut-être un a priori de ma part. Il y aura peut-être des choses très intéressantes à explorer sur travailler, être le seul à travailler dans une société confinée. Il y aura peut-être des mécanismes psy passionnants à dégager. Hein. Et puis, il faut que l'environnement le permette. Alors, je pense à des cas extrêmes de violence conjugale, des choses comme ça. Il faut que la personne se sente en sécurité chez elle et qu'elle puisse mener cette introspection dans de bonnes conditions. Alors, il ne faut pas non plus surpsychologiser et chouchouter les gens. Ce n'est pas parce qu'il y a les enfants à la maison ou le conjoint à la maison que ça interdit toute réflexion. Mais on voit bien que pour certaines personnes, être enfermé à la maison, ce n'est pas du tout le bon moment pour réfléchir à sa vie professionnelle. Donc, est-ce que c'est un bon outil? Oui, sauf dans certains cas, mais ça relève du bon sens, qui sont assez simples à repérer. Je voulais juste poser cette question par rapport à des personnes qui ont, par exemple, fait toute leur carrière à un poste Oui. et qui sont conscientes que elles apprennent plus grand-chose ou en tout cas elles ont un petit peu un ennui
quotidien et elles ont du mal à faire le pas. Et du coup, cet accompagnement peut permettre peut-être de rassurer pour faire le grand saut, si je puis dire, de façon à permettre de prendre une décision plus sereinement en se disant ce confort que j'ai au quotidien qui est d'avoir un salaire et d'avoir voilà, un travail et la peur de quelque chose de nouveau peut-être. Déjà, pour la démarche, dans une perspective de portfolio, la meilleure pratique, c'est quand même d'inviter la personne à mener cette réflexion quand elle est en poste. Un portfolio au chômage quand on n'a plus que quelques semaines de droit acédique, c'est peut-être pas la meilleure approche, c'est peut-être pas la meilleure méthode, dans le sens où c'est une démarche qui prend du temps et on la recommande comme démarche préventive, c'est-à-dire qu'on encourage la personne à mener cette réflexion avant d'en avoir besoin. Donc si elle est déjà en poste, ça peut être le bon moment de réfléchir à ça sereinement. Justement. Après, je ne dirais pas que le portfolio pourrait aider la personne à faire ce changement sereinement. Je dirais qu'elle pourrait l'aider à déterminer si elle a vraiment besoin de changer de poste. Et ça sera d'autant plus puissant que personne ne peut décider à sa place de ce qui est important et de ce qu'elle doit faire de sa vie. Donc, je pense que le portfolio pourrait être adapté pour l'aider à y voir clair. Parce que si elle change de poste, c'est vrai qu'il va falloir qu'elle fasse le point sur ce qu'elle sait faire, sur où elle pourrait candidater. Enfin, du coup, on retrouve une méthodologie de bilan classique et pour le coup, les différentes phases de la démarche sont adaptées à sa situation. Ensuite, on peut donc proposer une démarche portfolio à une personne qui n'a pas ou peu d'expérience professionnelle. Je me dis qu'elle a forcément développé des compétences ailleurs qu'elle peut mobiliser pour une recherche d'emploi. Alors, dans une perspective de recherche d'emploi, oui, dans le sens où le portfolio considère qu'il n'y a pas qu'au travail, il n'y a pas que quand on a un contrat salarié qu'on développe des compétences. Finalement, toute situation permet de développer des compétences et il n'y a pas qu'au travail. Donc, de ce point de vue-là, oui. Après, je serais quand même un peu prudent en signalant que là, vous avez déjà un prisme en tête, une certaine vision en tête, en considérant que le portfolio va mettre l'accent sur les compétences et la recherche d'emploi. On pourrait aussi envisager que le portfolio est une démarche adaptée aux personnes ayant peu d'expérience professionnelle parce que justement, le portfolio reconnaît qu'il n'y a pas que le professionnel dans la vie et faire le point sur sa situation. Ça suppose oui, tout à fait. Sur le site, vous avez deux types de ressources. Vous avez la boîte à outils complète, elle qui est liée à l'achat du livre. Et vous avez des ressources gratuites qui vous permettent de commencer déjà à vous documenter. Et ensuite, vous avez le blog qui contient une grande quantité d'informations, d'articles, d'outils. Donc, vous avez largement de quoi découvrir si vous êtes intéressé, que vous souhaitez creuser un petit peu le sujet. Pour moi, j'utilise pas mal le récit de vie en bilan de compétences, parce que c'est un bon outil qui fonctionne bien, ça fait sens. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus? J'ai l'impression qu'il y a des éléments supplémentaires dans le portfolio ou pas. Le récit de vie est une des 8 phases du portfolio. Ouais. Donc oui, tout à fait, le récit de vie est cohérent, compatible avec cette démarche. Mais on encourage à aller plus loin et à pas s'arrêter au récit de vie. De même qu'en bilan de compétences, vous ne faites pas qu'un récit de vie, je suppose. Vous utilisez probablement d'autres outils. Oui, j'utilise d'autres outils. Je démarre avec le récit de vie, mais ensuite j'utilise d'autres outils, notamment dans l'ouvrage compétences des éditions. Oui, c'est un peu la même chose pour la démarche portfolio. On commence par ce qu'on appelle la biographisation. Donc, on peut utiliser un récit de vie. Et ensuite, on enchaîne sur les compétences. Et ensuite, on enchaîne sur les projets, puis sur la médiatisation, puis sur la socialisation, puis sur la vie sociale et citoyenne. On développe en fait une démarche. Ça ressemble un peu à un bilan en fait, quoi. Ça ressemble à un bilan, mais la différence, c'est que le bilan dans les textes, alors déjà dans la forme, le bilan est structuré juridiquement, il y a une certaine façon de le faire, il y a une certaine façon de le construire, de le penser, de l'animer, ce que le portfolio n'impose pas. Et il y a une différence aussi, c'est que le bilan de compétences est sur une logique d'appariement personne-métier, c'est-à-dire, je simplifie un peu, mais en gros, on va chercher à dresser le profil de la personne et l'aider à déterminer les métiers qui correspondent le mieux à ce type de profil. On est dans la logique de faciliter une transition ou de faire un bilan à un moment donné pour aller vers un autre métier.
Le portfolio considère que c'est justement… comment dire ? Le portfolio ambitionne d'être plutôt sur une approche préventive, c'est-à-dire d'aider la personne à faire le point avant d'être confrontée à ce genre de situation et ambitionne d'apprendre à la personne à mener ce genre de réflexion par elle-même pour pouvoir modestement soit se passer d'un bilan de compétences, soit garder l'aide des professionnels pour des situations vraiment dépassant ses moyens. Pour une personne qui change de métier, on parlait de la personne qui est au même poste pendant 30 ans. Faire un bilan de compétences au bout de 30 ans pour réfléchir à la suite, c'est pas du tout déconnant. Par contre, une personne qui change de métier tous les 6 mois, tous les 1 an, on va quand même, je caricature, hein, mais on ne va pas l'encourager à faire un bilan de compétences tous les ans. Donc, on va plutôt proposer un autre type d'accompagnement où on va chercher à lui montrer comment faire par elle-même un bilan structuré qu'elle soit capable d'entretenir par elle-même avec le temps. Et du coup, elle n'a plus besoin de faire de bilan alors. Du coup, si, elle le fait elle-même ponctuellement, on va dire en entretien. Elle sait entretenir la réflexion menée et elle aura moins besoin, l'idée qu'on aimerait avoir, c'est qu'elle aura moins besoin d'avoir recours à du conseil pour faire le point sur sa situation. Pour paraphraser les derniers textes de loi, on aimerait que les gens soient libres de choisir leur avenir professionnel et qu'ils soient capables de gérer dans une relative autonomie cette liberté. En gros, on s'inscrit dans la droite lignée des textes. En gros, c'est du conseil. On est plus proche du conseil en évolution professionnelle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Compétences. On est plus dans l'idée d'une approche préventive, développer chez les gens une certaine compétence à la gestion de carrière et être capable préventivement d'avoir au moins quelques bons réflexes pour éviter les erreurs les plus bêtes. Je parlais du carnet de santé professionnelle. C'est mon petit préféré, c'est notre première entrée. Si déjà tout le monde pouvait garder les documents relatifs à sa vie professionnelle, ça serait déjà pas mal. Oui, ça dépend des histoires de chacun. Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, ce que défend le portfolio, c'est de développer, c'est de considérer il faut plus que des compétences techniques, métiers, il faut aussi des métacompétences de gestion de sa carrière. Et il faut accorder autant d'importance aux deux. Parce qu'être un bon professionnel, mais être incapable de gérer sa carrière, c'est désastreux. Et inversement, être très bon en gestion de carrière, mais être un peintre sur le terrain, ça ne marche pas non plus. Donc, on voit apparaître de nouvelles exigences. Il faut à la fois être bon au travail et être capable de gérer cette injonction à gérer par soi-même sa vie professionnelle. Maintenant, on gère soi-même son droit à la formation. On a un smartphone pour aller chercher sa prochaine formation. Mais ça suppose d'être capable d'identifier ses compétences, de faire une étude de marché pour voir quels sont les postes qui pourraient me correspondre, de faire le diagnostic des compétences qui me manquent, d'être capable de chercher par soi-même les organismes de formation qui sont capables de m'aider à développer les compétences qui me manquent et ensuite de m'inscrire. Alors pour un cadre supérieur, c'est faisable. Cognitivement, il est équipé. Mais pour le citoyen lambda, on voit bien qu'on n'est pas encore trop dans ses capacités. Et c'est ça une des grandes différences de la démarche portfolio. C'est qu'elle va essayer de développer une certaine attitude vis-à-vis de sa vie professionnelle. D'où le portfolio qui peut être utilisé dans le cadre d'un bilan de compétences. C'est tout à fait approprié. Comme outil, comme méthode pour… Partiellement, parce que le portfolio va plus loin que les exigences d'un bilan de compétences. Donc, je dirais déjà que, pour être un peu bête, légalement, ça serait sortir du cadre juridique, donc ça serait embêtant. Mais on peut s'en inspirer. Je sais qu'il y a des conseillers bilans de compétences qui utilisent des outils du portfolio pour modifier, pour changer un peu leur façon de faire du BC, et ça marche bien. On peut s'en inspirer. Je sais qu'il y a au moins la phase d'identification des compétences. De toute façon, c'est sûr, ça marche très bien pour un bilan de compétences. C'est pas un problème. Mais après, ça va plus loin qu'un bilan de compétences. D'ailleurs, je rebondis sur la question. Du coup, si c'est une approche préventive, quelles sont le plus souvent les motivations des personnes qui souhaitent être accompagnées ? Je crois, alors j'ai pas cherché à mesurer, j'ai pas de chiffres précis en tête, mais je crois que c'est particulièrement adapté aux personnes qui voient déjà qu'elles vont vivre plusieurs transitions professionnelles, qui sont soucieuses de s'y préparer. On le propose de façon enfin pas un peu, je prends des précautions, on le propose de façon imposée, obligatoire en formation initiale maintenant. Les réformes de l'université, de l'enseignement supérieur en 2007 obligent
les étudiants, enfin tout étudiant qui vient en formation à y voir clair sur pourquoi il est là, quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il cherche à réussir. La réforme de 2018 de la formation continue a changé la définition de la formation. Maintenant, c'est une formation, c'est une action de développement de compétences au service d'un projet professionnel. Donc, on est bien dans cette idée de il faut y voir clair, il faut savoir un minimum où on va. Et les portfolios sont plutôt adaptés aux personnes qui sont sensibles à ce discours et qui envisagent une carrière où elles le savent, elles vont vivre plusieurs transitions et elles aimeraient s'y préparer. Et on voit bien que du coup, la situation en confinement, elle vient aussi, une fois passées les phases de qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que c'est compliqué, ça peut permettre aussi d'aller mobiliser des compétences ou des choses peut-être qu'on ignorait. Oui. Et que dans l'accompagnement, effectivement, si on envisage une telle démarche dans le distanciel, une fois qu'on s'est, je pense, assuré de l'aspect sécure aussi pour la personne qu'on accompagne, parce que ça, c'est vraiment une dimension essentielle Oui. pour permettre de se projeter. Effectivement, ce que vous proposez là, en termes de rangement, enfin moi, ça m'a fait marrer le rangement de la maison, parce que je crois que tout le monde s'y est mis. Oui, vous aussi. Tout le monde s'est découvert des espèces de compétences de rangement, enfin même les grandes bourgeoises qui n'avaient plus de femmes de ménage, tout d'un coup ont découvert qu'elles pouvaient aussi le faire. Enfin bon, il y a des choses très drôles à ce sujet-là d'ailleurs. Non mais très sérieusement, dans la métaphore du rangement, il y a quelque chose de ça, de faire un peu le tri et tout ça. Alors moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais envoyer un message, mais je ne l'ai pas fait, donc je vais vous le demander en direct. C'est sur l'histoire du carnet de santé professionnel. J'ai vu que professionnel, il était au féminin, donc associé à santé. Oui. Alors, cette manière de l'orthographier, c'est la vôtre ou c'est la manière générale? Non, les deux existent. Oui, Ça d'accord. dépend sur quoi vous souhaitez mettre l'accent. Exactement. J'ai estimé pour cette présentation et pour le confinement que la santé était peut-être passée un petit peu plus devant. Et on voit bien que c'est un outil, comme d'autres aussi, qui peut permettre, à partir du moment où il est bien adapté. Tout à l'heure, vous précisiez bien aussi que le portfolio, il était aussi, face à constitution, elle était aussi déterminée par l'objectif à atteindre. Oui. Et donc, on voit bien que si tout ça, c'est… Alors, je ne suis pas dans l'IACA Faucon, mais si on est dans cette bonne mayonnaise-là, on voit bien que ça peut avoir des effets pour sortir des boucles négatives. Ouais, C'est un levier qui va permettre effectivement des notions de revalorisation, d'estime de soi et d'utilisation après dans l'accompagnement vers un parcours d'insertion ou de qualification. Il y a des effets. Après, chacun, parce que c'est quelque chose aussi qui est très personnel, Oui. c'est-à-dire qu'il y a une méthode, un cheminement, mais il n'y a pas un modèle. Chacun, c'est un miroir de ce que la personne elle est et de ce qu'elle va pouvoir mobiliser et mettre en œuvre dans une visée qui va être d'accéder à un emploi, d'accéder à une formation. Enfin voilà, après tout dépend du parcours dans lequel la personne elle est. C'est comme ça que moi je vois la chose. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez raison d'insister là-dessus. On a tendance à le perdre de vue, cet effet, mais pourtant il est bien présent.